Bonjour, Eric MC, c'est un Togolais. À l'état civil, je me nomme Mensa Ayaovi. Et par le temps, je suis devenu Eric MC de Black Nigga. Oui, mais ça, c'était pas un passage, c'était par la force des temps. J'ai subi une censure depuis 2003, lorsque j'avais refusé de participer au premier Togo Hip Hop Award. Et quand j'ai commencé à parler de cette censure, les gens ne croyaient pas, les gens, chacun me disait à sa manière, chacun me vilipendait. Donc je me suis réveillé un matin, j'ai dit non, il faut que j'écrive un mémorandum sur la censure. Et à partir de ce mémorandum, j'ai constaté que l'histoire même du hip-hop n'était pas connue par les Togolais parce que M. Feu Adéoussi Basile avait écrit un livre sur la musique togolaise de la tradition à la modernité. Et le passage 24, le livre à partir du passage 24, où il parlait du hip-hop, il a mélangé les pédales. Donc il fallait rectifier ce qui s'est passé. Donc à travers le mémorandum, j'ai continué en même temps. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire l'histoire de la révolution du hip-hop au Togo? Et c'est parti, je me suis mis à table. Et comme j'étais la pierre angulaire de ce mouvement, et je savais qu'il fallait retracer le parcours de tout un chacun. Donc c'est là que c'est parti et j'ai commencé à écrire le livre. Voilà. Cet ouvrage, c'est la généalogie de la musique hip-hop surtout et la révolution de la musique togolaise en général. Vous voyez. Et dans les années 70, il y a eu nos grandes sœurs, la diva Bella Bello, les Sika, tout ça, qui ont été confrontées à l'animation populaire. Et dans les années 70, quand le feu président Yadema avait pris le pouvoir, il est allé s'inspirer du Zaïre pour l'animation populaire. Donc la musique de connotation étrangère était censurée sur les médias togolais. En ce moment, c'était Radio Lomé, la RTNM, la chaîne togolaise radio, télévision nationale, et quelque chose comme ça, RTNM. Donc, on ne jouait que la musique française, mais la musique reggae était interdite, la musique américaine était interdite, sauf le gospel. Et puis, donc, quand le rap est arrivé, tout ça, ça ne passait pas sur ces médias. Par exemple, en 1982, le premier groupe de rap et de reggae qu'on appelle Rastafrika, qui sont à la rue Gaïtou, ils ont été démantelés à cause des dreadlocks qu'ils avaient sur la tête. Les policiers l'armée allait les arrêter, on a cassé des bouteilles pour leur couper les cheveux, ils sont partis en exil. À partir de notre qui a commencé le reggae, ils sont tous partis. Tous ceux qui essayaient de faire du reggae sont partis. Mais quand nous sommes arrivés, on a été confrontés à beaucoup de choses. On a été confrontés d'abord au régime en place. Ensuite, il fallait essayer de convaincre les Nana Benz parce que notre tenue aussi n'était pas en commodité avec la vision. C'était le moment où les Nana Benz étaient fortes. Il y avait l'armée aussi parce que, qu'est-ce que les forces de sécurité, je veux dire, parce que le rap, la musique rap reggae est associée à l'artérophilie. Vous voyez, il faut prendre les pécoco, gapococo, donc il y a eu tout ça. Et donc voilà pourquoi il fallait écrire cette histoire pour le mémoire de la génération future, pour que demain aussi ça puisse servir à des jeunes étudiants pour leur mémoire. Bon, d'abord, quand on dit que je suis révolté, je suis rebelle, je ne suis pas révolté, je ne suis pas rebelle. Le rap même, la définition du rap, RAP, c'est Revolution of Alter the Population. Dans les années 1960, lors des indépendances des pays africains, vous voyez que le reggae a pris le dessus. Le rap aux États-Unis, les Noirs américains sont sortis de l'esclavage, du racisme, de l'apartheid à travers le rap. Donc ce qui a contraint nos dirigeants africains à séquestrer cette musique-là, ne pas laisser rentrer cette musique-là dedans. Mais nous, comme nous sommes nés à l'extérieur du Togo, on a connu cette musique. Et quand on est arrivé, on devait implanter cette musique. Si je vous dis qu'à l'âge de 14 ans déjà, je quittais la famille pour la rue parce qu'il fallait que je sois un rebelle. Il fallait que je sois un révolutionnaire, je sois dans la peau du révolutionnaire. Donc je suis parti dans la rue, je suis resté dans la rue. Mais
cette musique-là aussi, le rap, ça éclaire un peu la jeunesse. Vous voyez, donc dans les années 70, 80, quand on a commencé cette musique-là, on nous traitait de gangsters. On a fait la prison pour notre liberté d'expression. Vous voyez, et il fallait aussi être gangster pour pouvoir... on a dormi au grand marché, on a dormi dans les rues pour pouvoir imposer cette musique-là. Vous avez vu aux États-Unis, quand les NW ont démarré, ils ont parlé des réalités, fuck de police, tout ce qui se passait dans les ghettos. Donc il fallait raconter ça. Et quand on racontait cela, il y a eu aussi l'avènement de 1990, le 5 octobre 1990, où le rap a pris là, en avant. Vous voyez, on était dans les rues, on lançait les pierres. C'était nous les Equimoc en fait. C'était pas les étudiants. Les étudiants, c'est vrai qu'ils sont partis du palais de la justice, mais dans la rue, c'était nous les Equimoc. Et le rap était en avant. Donc c'est là que la jeunesse a compris que mais il faut la révolution. Donc le rap est rentré dans les mœurs. Mais on a tardé beaucoup à sortir parce que il n'y avait pas de moyens. Il y avait une seule télé, une seule radio. Et quand la révolution est passée, il y a commencé à avoir l'afflux de plusieurs radios, les radios privées. Donc on a eu un peu de chant. Et voilà, il y avait FM Liberté, ensuite il y a eu Canal+, il y a eu Légende, il y a eu Nostalgie, il y a eu X Solaire. Donc on a commencé à pouvoir, le rap a commencé à rentrer dans les maisons. On faisait aussi des matinées au réfectoire du lycée de Tocoin. C'était pour mettre la musique dans les écoles. Au lycée de Gbenyedji, les récitals. Donc on a essayé de mettre le rap, mais ça n'avait pas d'ampleur parce que les gens ne parlaient pas bien le français ni l'anglais. Et c'est là où j'ai eu l'idée de transformer le rap en minant. Donc j'ai travaillé le rap en minant et ça a pris. Donc ceux qui étaient Kabylie, ils l'ont repris en Kabylie. Donc voilà. Et en 1997, vous savez que de 90 à 97, il y a eu le régime qui avait une image ternie où tout le monde était parti, avait laissé le régime en place. Donc, quand le régime RPT faisait ses 30 ans, on a eu cette aubaine, cette chance que le régime nous a tendu la main. Donc, c'est là où le rap a pu passer sur les médias nationaux. Vous voyez, la TVT, on a fait une tournée sous un festival de musique hip-hop, une tournée de 5AC à Lomé, où ça devait finir par une compilation. Et après ça, l'ouverture est partie, le centre culturel français, on a commencé à organiser les concerts un peu partout. Et il y a eu maintenant l'avènement des TIC. Il y a eu l'avènement des TIC et les studios ont commencé à pleuvoir dans les maisons. Et en 2000, on a fait l'indépendance du hip-hop. Ensuite, la consécration du hip-hop. Et après, les albums ont commencé à sortir. C'est là que vous avez découvert le rap sur tous les médias. Donc, ce livre va retracer l'histoire, comment c'est parti, les premiers, les pionniers. C'est vrai que ces pionniers-là, ils n'ont pas produit des albums, mais quand même, ils ont posé des pierres. Et il faut en parler. Et voilà pourquoi il fallait écrire ce livre obligatoirement pour le mémoire de la jeunesse future. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont refusé, ont régné le rap hier, ce sont eux qui financent aujourd'hui leurs enfants, leurs progéniture. Parce que les parents aujourd'hui de ces jeunes rappeurs aujourd'hui, ils étaient mes amis ou mes grands frères hier. Et qui nous ont rejetés, qu'on était des voyous. Parce qu'avec nos styles, dans le temps, il fallait s'habiller en mawa, en tissu pagne, classique. Maintenant, on était déjà dans les jeans déchirés. Maintenant, la différence aujourd'hui que je me pose une question aujourd'hui. Hier, nous, on achetait les jeans, on les déchirait. Aujourd'hui, les jeunes vont acheter les jeans déjà déchirés dans les boutiques. Et c'est qui les plus fous? Ou bien c'est qui les plus révoltés? Nous, on les achetait, on les déchirait. Aujourd'hui, eux, ils vont acheter ces jeans déchirés. Les piercings, les tresses. Tout ça, là, on a eu à affronter le régime et les nanabènes. Mais aujourd'hui, même ces nanabènes, leurs enfants se percent jusqu'au perce le nombril. Vous voyez que la révolution a pris. Donc, cette nation hip-hop a été imposée au Togo aujourd'hui. L'histoire de la musique hip-hop en général, parce que la musique même togolaise, vous savez, il y a eu 3 étapes. Il y a eu la musique d'adoration, il y a eu la musique du régime et il y a eu la musique folklore. Donc, c'était les seules musiques qui passaient. Donc,
La nouvelle génération ne se retrouvait pas. Les Bella Bello, tout ça, pour éclore, ils étaient obligés de sortir du pays. Vous voyez? Donc la musique n'était pas... Mais pourtant, cette musique d'animation populaire était bien financée par le régime parce qu'il y avait cellule 1, cellule 2 et cellule 3, tout ça qui étaient financés et ils étaient fonctionnaires d'État. Et tous les samedis, il fallait danser pour le régime sur le palais des congrès. C'est là qu'ils ont construit le palais des congrès et pour l'animation populaire. Et c'était bien financé. Mais aujourd'hui, la musique urbaine, ce n'est pas financé. Pourquoi? On ne sait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça commence à venir. Mais le livre, il n'est pas engagé. Il relate les faits. Les faits de société, un peu tout ce qui s'est passé. Parce qu'on a subi, on a été opprimé, oppressé. Avant qu'on ne s'asseye aujourd'hui, avant qu'on ne soit aujourd'hui, le hip-hop ne soit, et que les dirigeants même ne consomment ce hip-hop aujourd'hui. Mais on a été opprimé, oppressé. Donc, il faut que cette histoire-là aille. Parce que dans cette nation aujourd'hui, vous avez le président du rap game, vous avez le dieu du rap game. Vous voyez que ça a pris de l'ampleur. C'est devenu aujourd'hui, c'est pas une mode, mais c'est une vie. Le hip-hop, c'est pas une mode, c'est une culture en elle. Quand tu es hip-hop au Togo, tu rentres dans n'importe quel pays, tu vas voir quelqu'un qui va t'accueillir dans le hip-hop. Vous voyez, c'est devenu une famille, un monde. C'est ça le tiers-monde aujourd'hui. Que vous le voulez ou pas. Hier, on faisait le big up. Qui a fait sortir le big up? C'est le hip-hop. Aujourd'hui, le corona a fait que même les dirigeants, les chefs d'État du monde entier font le big up, le hip-hop. Le langage, le verlan, quand on dit la MIFA, c'est le hip-hop. Aujourd'hui, c'est ça le langage, le buzz, le swag, tout ce que vous dites. C'est le hip-hop qui a mis. Le hip-hop, quelque part, c'est la lumière qui est en toi. Hein? Sois fier de cette lumière-là. Quel que soit qui tu es, ce que tu as, sois fier quand tu as le souffle de vie et que tu peux devenir quelqu'un. C'est ça que le hip-hop essaie de faire sortir en tout un chacun de nous. Quand tu écoutes la musique hip-hop, automatiquement, et quand tu sors de chez toi, tu as les épaules hautes. Tu te sens homme, tu te sens un être humain, quoi. Voilà, c'était ça la différence. Alors que la musique, comment dirais-je, de connotation, animation, tout ça, ça servait un seul homme, un individu. C'était lui le Dieu. Il fallait chanter sa gloire. Mais c'était aussi pour abrutir la population. Pour faire croire que c'est ça, mais ce n'était pas ça. Donc le livre en soi, quelqu'un va le lire, va dire qu'il est engagé. Il y a quelqu'un d'autre qui va le lire, qui ne va pas le trouver engagé, qui va le trouver normal. Parce que ce sont les étapes que nous avons traversées avant d'arriver ici. Donc, si vous le trouvez engagé, ça dépend de comment l'éducation que vous avez reçue. Mais si vous le trouvez normal, ça veut dire que vous avez trimé aussi votre boss avant d'arriver à là où vous êtes. Et si vous aussi, vous voulez raconter votre histoire, comment vous êtes arrivé aujourd'hui à cette maison d'édition, il y a quelqu'un qui va dire, mais vous êtes engagé parce que vous avez tapé à des portes, vous avez fait des trucs pas possibles pour arriver là. Le projet autour d'Oliva, c'est essayer de le mettre dans toutes les librairies, en vente partout, surtout jusqu'au nord et aussi à l'extérieur parce que la diaspora aussi veut connaître l'histoire. Depuis que j'ai annoncé le livre, tout le monde en cherche. Donc, je prépare un déjeuner avec les gens pour essayer d'en discuter, faire un débat avec les médias. Et ensuite, on verra. Je vais faire une sortie couplée avec mon 8e album, Légende, qui est prêt depuis, mais que j'attends aussi. J'aimerais faire d'une pierre deux coups, la sortie du livre et la sortie de l'album 8 Légendes. Voilà pourquoi je traîne un peu. Normalement, c'était prévu pour 2020. Cause Covid-19, il fallait 2, 3, 5. Donc, je l'ai reporté 2021, pareil, avec les variantes, les mutants de coronavirus, tout ça. Ce qui a fait que je l'ai reporté. Mais 2022, quel que soit Alpha et Oméga, le livre doit sortir parce qu'il fait 2 ans bientôt dans les tiroirs. Il a été écrit depuis 2015, mais il traîne à sortir. Donc, il faut qu'il sorte aujourd'hui. Les gens me harcèlent sur les médias, sur les réseaux sociaux. Le livre sort quand, le livre sort quand. Hier, même quand j'étais à une soirée, on me demande encore le livre. C'est pour quand on l'attend avec impatience. Les journalistes en réclament. Tout le monde veut savoir l'histoire du hip-hop togolais. On a réussi à avoir les médias nationaux lors du parrainage avec du chef de l'État, Feu Gnassingbé, pour le Festival national des musiques hip-hop en 1997. Lors des 30 ans du festival
les 30 ans du régime RPT. Donc c'est là que on a tendu la main et on a essayé d'éclore, de redorer le blason du président parce qu'en ce moment, il y avait eu une rupture entre lui et cette jeunesse-là. Parce que cette jeunesse, mais la majorité était partie parce que cette jeunesse, c'est elle qui a fait la révolution du 5 octobre 1990. Donc les plus jeunes ont suivi ses grands frères qui sont tous partis en Europe. Mais le rap a essayé de créer son monde. Et ce monde-là, en ce moment, il était divers du régime. Et comme le directeur de la TVT, Pitang Tchala, feu paix à son âme, il a trouvé une aubaine de renouer avec le régime et la jeunesse. Donc il nous a offert un plateau d'or, le Festival national des musiques hip-hop sous le haut parrainage de Feu Gnassingbé et Yadema. Donc ça fait que le rap est rentré dans toutes les concessions. Aujourd'hui, quand tu rentres dans toutes les maisons, il y a un futur chanteur. Moi qui te le dis. Parce que chaque fois que les élèves sortent à la récréation ou à midi ou à 17h quand ils rentrent à la maison, il y a toujours des battles, des clashs de danse dans les petits recoins autour de l'école. Donc ça veut dire qu'on a réussi notre mission. On a réussi notre mission. C'est comme aussi pour le football. Adebayor, il a réussi. Aujourd'hui, un parent peut acheter un ballon pour donner à son fils, espérant qu'il va devenir une star demain. C'est comme musicalement aussi. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut que l'État comprenne cela et qu'il le fonds d'aide à la culture soit haussé. Il nous faut un palais de culture où on puisse s'exprimer. Voilà, et la musique togolaise va prendre toute cette ampleur. Elle va devenir... Mais elle est déjà internationale parce que les jeunes vont faire des concerts à l'extérieur, ils sont invités un peu partout. Nos clips, nos musiques ont traversé les frontières d'elles-mêmes sans promotion. Mais maintenant, il faut maintenant l'appui de nos dirigeants et puis voilà, basta. Si on me demande de faire un a cappella, je ferai Gangsta. Vous savez pourquoi Gangsta? Parce que Gangsta a été lancé un 31 décembre à minuit sur la TV2. Et le lendemain, le directeur de la télé a appelé pour me dire que la haute maison, la maison blanche togolaise, a demandé qu'est-ce que ça veut dire FF-To. Mais FF-To, ça a été une bagarre entre moi et mon ingénieur de son. Parce que moi, quand je faisais le rap, j'ai dit Fianfito. L'ingénieur m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire Fianfito parce qu'il ne comprenait pas, c'est au Ghana, je l'ai fait. J'ai essayé, il m'a dit non de lui donner le mot. Et je lui ai dit ça veut dire voleur. Il a dit non qu'il n'allait pas enregistrer. On a fait une bagarre de 2 heures de temps pour ce mot. Mais à la fin, c'est ce homo qui m'a sauvé. Parce que quand j'ai dit Fianfito, FF-To, quand le DG m'a appelé pour me demander, mais on a demandé savoir qu'est-ce que ça veut dire FF-To, sans réfléchir les faux français togolais. Ah oui, c'est ce que j'ai dit au président, tout ça. Donc j'ai dit, ah, mais cette chanson m'a fait partir en exil. Je m'oppose, sans pause, me pose, m'impose en pro contre des vérités fausses. J'ose parler de l'origine, la cause et pose un regard profanateur sur l'église des lâches, sur dosage d'expression, telle sera ma tâche. Alors vire de ma ligne de mire, si tu veux pas agir, m'oblige pas, t'as fini par choisir le pire digital, tu sais garder est avant-gardiste, en tout cas marginal, anticonformiste, le pouvoir dans nos têtes, l'avenir dans nos mains, jeune certes, mais la lumière vient, pour tous ceux qui cherchent à avancer en vain, pour la terre qui m'a vu naître, la terre de mes ancêtres, je me battrai jusqu'au bout pour ne pas être un homme sans culture parce que les temps sont durs. J'avance avec mon temps dans son fur et à mesure. J'ai la foi en ce que je dis, ce en quoi j'y crois. Le vrai, le bien, le juste, le droit, les 4 mots, 4 paires de la divine loi. Ceci pour ne pas subir l'impact d'un pacte sans tact avec le diable et ses irrémédiables conséquences exactes. Black nigga source le mal. Yo, obemia woni pe lo, mingbeo, obemia wokeni gankia lo, mingbeo. Obemia ni vaudouin, voide wanto weni Fianfito, no begbe wonde mingbo, pe gankia, mingbo no be aziare, voide wa we na mi trozwale alo, pa.